السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Azul Flaoun, marhaba Ysoun, où que vous soyez, nous sommes ravis de vous recevoir encore à travers notre antenne en Algérie. Nous sommes de retour, et oui, nous voici de retour afin que vos voyages durent et que vos rêves perdurent. Ce soir, on vous emmène, comme d'habitude, en voyage à travers l'histoire et la culture. Ce soir, vous allez venir en notre compagnie à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont su, par leur savoir-faire, leur passion, leur amour profond pour leur pays, pour notre patrie, ils ont su faire marquer et changer les histoires et l'histoire de tout un peuple. Mais aussi, ils ont réussi à rester à tout jamais gravés dans la mémoire. Nous voici dans le berceau de Lalla Fatma Nsoumer, le berceau d'Amirouche Aït Hamouda, de Mouloud Maamri et aussi de Ma'toub Lounès. Sans oublier, Allah yarhamha, Nana Taous. Je vous dis à toutes et à tous, bienvenue dans la wilaya de Tizi Ouzou et je vous laisse en compagnie de cette charmante troupe artistique, Ntren Del Mouloud, avec Yitbalen. Et je vous dis à tout de suite, surtout ne bougez pas. تصلي غنفي في الأقصى اللي ثمدنك في الأسى محمد العربي بو تخاثم تذكرت وياثا إساتا مغرق سليم أذفلس تظهر ثفاثا يثني يرسد المصباح ومغذى شوذ الصيفاسا ثرنت فوق التغرت مسدى فطا شيذ نحاسا أرنت كاتشينا يسلي صغار ثام ومزور سماسا يا ويد فوسيم يا فوس اليفوس ولي غتميزر يجوج كان الغروس يا نقن الحني يسبع مكيوس يا ويد فوسيك يا فوس ظلمة ولي غتميزر يجوج قال الانوار يا نقن الحني يسبع منوار
Bravo. Merci encore une fois de venir nous rejoindre sur votre petit écran, bien sûr dans votre émission, l'émission À cœur ouvert. Donc nous commençons cette année notre émission et j'espère que vous êtes fidèles à nous comme nous le sommes, nous, à chaque fois avec vous, donc un samedi sur deux à partir de 21h sur Canal Algérie. Nous avons choisi comme première wilaya de cette année la belle et grande et chaleureuse et accueillante wilaya de Tizi Ouzou que nous vous invitons à travers cette émission ce soir, un voyage. Un voyage comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un voyage à travers l'histoire. Et pour cela, pour vous parler d'histoire et de culture, il faut bien avoir des enfants de la ville et aussi des femmes et des hommes qui pourront vous informer. Alors si vous êtes de la région ou que vous soyez en tout cas étrangers carrément de ce pays, je vous dis soyez toutes et tous les bienvenus à Tizi Ouzou. Alors je vous présente tout de suite ceux qui vont vous accompagner ce soir à travers cette émission. Il y a à ma droite Madame Mohamed Zaïd Melika, qui est professeure d'université en économie depuis plus de 24 ans. Elle a dirige un laboratoire également, on en parlera dans un petit moment. Elle est docteur d'État en linguistique berbère. Elle enseigne à l'École nationale d'administration. Madame Mohamed Zaïd Melika est très présente et très active dans la vie sociale, économique et ainsi que culturelle. Et elle est détentrice, comme vous pourrez le constater, d'un prix international, Ramon Loul, qu'elle a obtenu en 2011 en 2010. Bien sûr, c'est une grande fierté pour toute l'Algérie. Madame Mohamed Zaïd Melika, marhaba bik, Azoul, et soyez la bienvenue parmi nous ce soir. Azoul, merci beaucoup pour cette invitation et de me retrouver ici dans une émission que nous attendions tous. Azoul de Tizi Ouzou, de Kabylie, même si jusque-là nous avons suivi toutes les émissions que vous avez présentées jusque-là à travers les voyages que vous nous avez faits à travers l'Algérie, et je retrouvais la Kabylie dans toutes ces villes. Mais il me semble que Tizi Ouzou, ça sera là où l'énigme se défera. Vous allez voir dans tout ce que les uns et les autres allons dire, vous retrouverez El Oued, vous retrouverez Djelfa, vous retrouverez Tlemcen, vous retrouverez la profondeur de l'Algérie conservée en Kabylie. Tout à fait, je retrouvais en tout cas l'accueil et la chaleur des gens du Sud, notamment à l'Arouat, notamment à l'Oued, comme vous l'avez dit, et ça c'est formidable. À votre droite, Madame Ahmed Zaïd Melika, il y a aussi quelqu'un que nous chérissons énormément, c'est l'enfant de Bnieni, c'est Monsieur Hachi Slimane, qu'on présente toujours. On le représente toujours en tant que directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Bonsoir, M. Hachi Slimane. Bonsoir, Nassia. C'est également un bonheur pour moi de me retrouver ici à cette émission que vous consacrez à la wilaya de Tizi Ouzou, à la région de Tizi Ouzou, à la Kabylie. Et c'est un immense bonheur pour moi d'intervenir, de faire bénéficier vos auditeurs de tout ce que nous allons pouvoir dire à l'occasion de cette émission. Merci beaucoup. Mais comme l'a dit ma collègue Malika,
je suis d'ici, mais je suis de partout. Exact. Je suis de partout sur 2,5 millions de kilomètres carrés. Et ici, vous êtes chez vous, tout le monde est chez lui. Ici, tous les Algériens, de Tamanrasset à Alger et de Tébessa à Marnia. Pourquoi? Parce que cette région, cette wilaya qui a conservé dans sa culture, a conservé la matrice qui est la même. Dans votre intervention, dans votre documentaire de présentation de tout à l'heure, un de vos collaborateurs parlait de folklore. Je suis sûr qu'il l'utilisait au sens anglo-saxon du terme. Et ça renvoie à tout ce que nous avons pu conserver dans cette wilaya en matière de patrimoine, de ce patrimoine qui renvoie à tout le patrimoine du pays, puisque nous sommes issus de la même matrice. Exactement. Merci, monsieur Hachi Slimane. Alors, en face de vous, on ne pouvait pas venir aussi sans le convier à cette émission. Lui aussi, c'est quelqu'un qui nous est très, très cher. Monsieur Aït Ahmed Wali est un moudjahid. Et il est membre et cadre du bureau de Wilaya et membre de l'organisation des Moudjahidines. Marhaba bik Azzoul. Nous sommes très contents et très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Et je dis à tout le monde, à mesdames, à messieurs, bonsoir. Zulf Lawen, Assamanoun, Al-Mourtagui. Et nous vous remercions d'avoir consacré cette séance, cette première séance pour Tizi Ouzou. Parce que nous avons beaucoup à dire en ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou. Surtout en matière d'histoire. Elle qui a été toujours le moteur, la locomotive pour le combat libérateur. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous m'aviez dit sur un tronçon de 60 km, il y a combien de martyrs, de colonels, vous m'avez dit, sur un tronçon. Hier, vous me disiez, sur un tronçon de 60 km, il y avait... Il y en a exactement 11. 11. Dont le grand Abban Ramadan. Exactement. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, M. Aït Ahmed Wali. À vos côtés, donc à votre gauche, alors lui, on le découvre, même s'il y en a qui le connaissent, hein, il a enseigné certainement. C'est aussi un grand monsieur que nous découvrons depuis notre venue ici, hein, pour ma part la première fois, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, M. Dahmani Mohamed veut qu'on le présente en tant que patrimonialiste. Il m'a dit pas plus. Et pourtant, il y a beaucoup à dire, Monsieur Dahmani. Vous êtes bien modeste. Marhaba bik Azzoul. Bonsoir madame. Bonsoir. Azzoul Flaouen. Merci pour votre invitation et soyez les bienvenus ici à Tizi Ouzou. Nous sommes ici peut-être pour présenter dans une certaine mesure le patrimoine, l'identité de ce pays, de cette région, d'une part, et d'autre part probablement aussi les potentialités économiques, tous les facteurs d'attractivité susceptibles d'accroître encore les avantages comparatifs que peut offrir, qu'a toujours offert et que peut encore offrir cette wilaya. C'est une direction que je souhaiterais pour ma part développer, prendre tout à l'heure lors du débat. Merci en tout cas à vous de répondre présent à notre invitation. Et bien évidemment, généralement aussi, vous aussi, on vous présente plus, Monsieur Youssef Mrahi, vous qui êtes secrétaire général du Haut Comité de la Mazirité, le HCA, et vous avez fait beaucoup d'essais dans le domaine de l'écriture, et également poète, à vos temps perdus, surtout. Ça m'arrive. Ça vous arrive, bien sûr. Et vous aussi, vous avez beaucoup à dire concernant la wilaya Tizi Ouzou. Ben écoutez, d'abord, on me dit un soufisme qui me fait du Sanidum. Oui. La Canada d'Algérie. C'est un soufisme ce que je voulais juste dire avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je suis un peu féru de la littérature d'une manière générale, c'est que cette région, à l'instar des autres régions de l'Algérie, a affronté de grands noms dans l'écriture, dans la littérature, dans la poésie. Cette région est un hymne à la vie. Chaque espace
de ces 1400 à 1500 villages qui composent la wilaya Tizi Ouzou respire l'histoire, respire la culture, respire la projection culturelle, la foi qu'elle a en l'homme, la foi qu'elle a en la nature, et ainsi de suite. Je voulais juste citer les Youssouf Qassi, Mohamed, Mamri, Pharaon, Djaout et d'autres qui ont porté si haut les aspirations de l'Algérie, particulièrement de cette région, et qui ont fait rentrer cette région dans l'universalité d'une manière générale. Exact. Alors, comme on a l'habitude, je remercie aussi tous ceux qui ont accepté de venir, d'être présents ce soir à notre invitation, nos chers et honorables invités qui sont ici présents, les artistes notamment, je les remercie. Vous ferez leur connaissance dans un petit moment. Soyez patients, 2 heures de temps en votre compagnie. Ce ne sera que du bonheur, bien évidemment. Pour commencer, comme à chaque fois quand nous nous déplaçons dans les wilayas, nous faisons la définition, la description de l'appellation de la ville. Alors ce soir, nous allons également le faire pour Tizi Ouzou. Que signifie Tizi Ouzou? Certains le connaissent, d'autres encore moins, mais aussi, grâce à la présence de M. Hafid Slimane ce soir avec nous, nous allons connaître aussi la première présence de l'homme ici sur cette terre, nous allons dire. Alors, pourrions-nous définir déjà l'appellation de Tizi Ouzou et également rappeler un petit cours d'histoire rapidement, une petite synthèse sur la première présence de l'homme ici sur cette terre. Oui, l'homme est présent depuis très longtemps dans cette région. Il est présent depuis le paléolithique inférieur, c'est-à-dire depuis au moins... Mais on parle de la wilaya stricto sensu, au sens strict du terme, mais en Algérie d'abord. L'homme est présent depuis très très longtemps. Les plus vieux gisements se trouvent dans la wilaya de Sétif pour l'instant, parce que c'est un état des connaissances. C'est à Ain Lahnesh, mais juste après, vous avez du côté de Tixirt des gisements très anciens qui ont livré des objets préhistoriques très très vieux. Et par la suite, cette terre ne s'est jamais désemplie. Cette terre n'a jamais connu de rupture dans les occupations humaines. Et au fur et à mesure que le temps se déroule, évidemment, il y a davantage de peuplement, il y a davantage de population jusqu'à aujourd'hui. C'est une région montagneuse, n'est-ce pas? C'est une région montagneuse, donc sur laquelle nous avons le défilé d'un certain nombre de variations climatiques, depuis les sommets du Djurdjura, très souvent enneigés, mais qu'il était davantage dans la préhistoire, jusqu'au niveau de la mer, où nous avons un climat méditerranéen qui est semblable à tout le climat du pourtour de la Méditerranée, qui est semblable à ce qu'on trouvera à Béjaïa, qui est semblable à ce qu'on trouvera à Boumerdès et plus loin. Donc cette région a été très tôt occupée par les hommes préhistoriques qui ont déployé toutes les civilisations préhistoriques connues en Algérie. Mais c'est surtout dans la période antique que cette région va révéler des gisements, des sites d'une très très haute importance. Qui ont été recensés par les différents savants qui ont eu à aborder cette question. Le premier d'entre eux fut Boulifa, fin du 19e, début du 20e, qui d'ailleurs le premier, qui a été celui qui a signalé un site très important dans la région, qu'on appelle la grotte d'Ifira, qui a été de nouveau republié par Poito et Musso, mais c'est Boulifa qui, le premier, l'a signalé. Et cette grotte d'Ifira comprend des inscriptions libyques, c'est-à-dire de cet alphabet qui a précédé le Tifinagh. Le Tifinagh étant originaire de l'alphabet libyque. Et un certain nombre de savants pensent que le libyque doit remonter à au moins 10 siècles avant Jésus-Christ. Et un certain nombre de savants le font découler, cet alphabet libyque, le font découler de périodes préhistoriques, c'est-à-dire des périodes de l'art rupestre, des périodes les plus récentes de l'art rupestre. C'est dire la richesse de cette région et la richesse de cette grotte qu'il faut absolument protéger, qu'il faut absolument
faire connaître qu'il faut absolument restaurer parce elle a subi un certain nombre, de dommages. Il y a moyen de réparer ces dommages, mais il faut la préserver, cette grotte d'Ifira. Alors je rappelle qu'elle se trouve à Azazga. Dans la PC de la commune de Ifira, qui est au-dessus de Azazga. Nous nous sommes rendus à ce site à plusieurs reprises, et notamment avec le professeur Saïd Ahmani, et nous avions eu déjà à constater un certain nombre de dégâts antérieurs que nous avons pu quelque peu stopper. On a fait intervenir les autorités locales pour faire ce qu'il fallait faire. Il y a aussi des peintures rupestres à Tala Bouzou à Makouda. Il y a aussi à Tala... Oui, il y a des gisements très importants de ces peintures rupestres et de ces inscriptions libyques. L'abbé Chabot, dans son recueil des inscriptions libyques, cite lui aussi cette grotte d'Ifira. Très bien. Voilà, j'aurais à revenir peut-être sur un certain nombre de choses. Oui, moi je voulais juste savoir concernant... Notamment sur une très belle stèle qui s'appelle la stèle d'Abizar, qui a été trouvée du côté de Makouda Tixirt, qui a été trouvée à Abizar, le village d'Abizar. Le village d'Abizar qui a été découvert au milieu du 19e siècle, vers 1860. Et si vous voulez, les spécialistes, les préhistoriens, les archéologues ont pris l'habitude de dénommer du site où, pour la première fois, on a trouvé quelque chose du nom du lieu. C'est ce qu'on appelle le site éponyme. Voilà. Et cette stèle a été appelée la stèle d'Abizar, mais depuis, on a retrouvé un certain nombre de cette stèle un peu partout. Et je vous dirai où tout à l'heure, si on a l'occasion de revenir là-dessus. Oui, dites-nous. Et cette stèle, on en a trouvé une vingtaine. Mais jusque-là, c'était surtout aux environs du Sebaou qu'on en avait trouvé. On en a trouvé le long de cette oued de Sebaou, surtout vers la mer dans une première époque. Puis on en a trouvé sur les hauteurs, là où le Sebaou prenait sa source. On en a trouvé le long de l'oued d'Isser et tout dernièrement, on en a trouvé le long de l'oued de la Soumam. Et cette stèle est d'une très très grande importance parce que c'est une stèle qui reproduit un stéréotype, c'est-à-dire quelque chose qui est connu des populations. C'est toujours le même motif, un cavalier, le même symbole, cavalier qui porte des javelines ou des javelots, un petit bouclier qui a la main droite levée comme ça et qui a une barbe triangulaire. Cette barbe triangulaire est d'origine... Cette barbe elle intrigue quand même. Oui, elle est d'origine préhistorique, cette barbe, puisqu'on la retrouve dans l'art préhistorique d'avant cette période-là, dans l'Atlas saharien, par exemple, dans la région de Djelfa, etc. Donc cette barbe triangulaire, cette iconographie, cette façon de représenter les hommes est très très ancienne. Et nous suivons le continuum jusqu'à la période juste avant le Jésus-Christ. Nous pensons, un certain nombre de spécialistes pensent, que ces stèles dateraient du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. D'autres pensent qu'elle est plus tardive, mais ils ont moins d'arguments que ceux qui pensent qu'elle est plus ancienne. Très bien. Peut-être M. Blahmani souhaiterait rajouter, lui qui est aussi un grand mélomane et un collectionneur. Nous avons été chez vous, c'est pas du tout votre domaine, mais vous avez aussi, monsieur la présence de dinosaures, il y a 70 000, la présence de dinosaures dans la région d'Ifira. C'est exceptionnel, à mon avis. Je ne suis pas paléontologue ni géologue. Premièrement, vous disiez tout à l'heure quelle serait la signification de Tizi Ouzou. Je ne suis pas d'accord avec la signification qui est habituellement utilisée, à savoir col des genêts. Parce que les genêts en kabyle, moi je suis des Amraoua, Azou, c'est le genêt. Le genêt épineux. Ouzou, Tizi Ouzou, c'est brûlure, c'est ulcéreux. Quand quelqu'un vous veut du mal, il vous dit que Dieu... Pardonnez-moi. Oui, bien sûr. Que Dieu
vous donne Ouzou, Amifkapi Ouzou, pardonnez-moi. Hein. Mais donc, il n'y a pas de souci. Tizi Ouzou est une ville continentale. Ce n'est pas une ville méditerranéenne ou littorale, ou maritime. Hier, vous me disiez qu'en consultant les relevés des températures, vous aviez relevé un maximum de 51 degrés en été. L'an dernier, en 1901, c'était l'année dernière. C'est ça. 48, 50 degrés. C'était plus. Degrés l'an passé. Hein. Oui. Donc en été, il fait très chaud et humide. Oui. Et en hiver, c'est la même chose, c'est venteux. Il fait très froid, il neige à Tizi Ouzou. Nous sommes à 257 mètres d'altitude en moyenne au milieu de ce col, mais il fait froid. Et comme nous étions pauvres, on s'habillait mal, on se chauffait mal, nous ressentions ce froid comme une douleur, comme une brûlure. On peut être brûlé également par le froid. Par le froid, tout à fait. Quand on est mal habillé, mal équipé, Madame, peut-être Ahmed Zaïd souhaite... Moi, je donne cette explication, cette interprétation. Très bien, c'est votre point de vue, on le respecte, mais bien sûr, c'est toujours on est ouvert à toute... Ça s'appelle à cœur ouvert d'ailleurs. Madame Ahmed Zaïd, alors. Écoutez, sur ces questions-là d'appellation et de signification, de toponymie, d'anthroponymie, je crois que ce qu'il faudrait dire avant d'aller à l'appellation qui est certes reconnue, consacrée maintenant, on ne peut pas revenir sur quelque chose qui est définitivement admis, d'autant plus que les règles de la langue, en l'occurrence le tamazirt, les dictent expressément. Mais avant de parler du toponyme Tizi Ouzou, je voudrais dire que la wilaya dans son ensemble, la Kabylie d'une manière générale, cet espace homogène, mais l'Algérie dans son intégralité et l'Afrique du Nord, d'est en ouest, recèlent d'immenses potentialités en matière de dénomination. Les noms de lieux sont quelque chose qui est très révélateur justement de la manière dont on s'accroche à ses racines. Même si, comme dit le poète, on fait pousser des ailes, mais les racines... On ne les oublie pas. Je cite Ait Mengleth, Yijazar Yigefriwen. C'est vrai. Yijazar Yigefriwen. Et donc, il me semble que cette toponymie, c'est quelque chose de fondamental qui va faire en sorte que notre être, notre identité va se révéler. Et d'ailleurs, un des auteurs, Gabriel Camps, a dit à qui veulent nier l'origine et les racines de cet grand espace qui a quelque chose de particulier, qui a donné quelque chose de particulier à la Méditerranée et qu'il faut que le reste du monde reconnaisse. La Méditerranée d'abord et puis le reste du monde, et bien qu'il questionne la toponymie dans chaque nom de lieu. Comme je disais, Eloued, donc c'est très révélateur, très révélateur de l'endroit où absolument, et particulièrement en Kabylie, parce qu'en Kabylie, on va tout nommer, l'espace, le centre, mais le micro-espace, la micro-toponymie, le champ, l'espace symbolique, l'espace, la cosmogonie, la manière de se représenter le monde va l'être à travers les noms. Revenons à Tizi Ouzou, si vous permettez, pour ne pas fuir la question. Le terme consacré est composé par deux entités, Tizi Ouzou. Tizi Ouzou. Alors, ce qui veut réellement, si on décortique dans la langue, réellement, Tizi Ouzou. Et qui fait, il y a l'état d'annexion, et qui fait que, voilà, la dénomination coloniale a singularisé par Tizi Ouzou, comme partout ailleurs, a déformé, et qui, dans le sens profond, Monsieur Damani, chers collègues, nous enseignons depuis 34 ans ensemble, mais c'est la vérité. Tizi Ouzou, c'est le col des genêts, parce qu'il est fleuri par ses couleurs vert et jaune. Qu'on retrouve dans la JSK. Qu'on retrouve dans la JSK, voilà. Exactement. Et donc, c'est cette profondeur-là dont il faut faire état, parce qu'on a affaire à une société qui a des ressources. Sa première ressource, c'est l'homme, qui a été
qui s'est implanté très tôt sur ce territoire. Tôt, oui. Une population... Un artiste, on va dire, en plus. Et pas n'importe, voilà. Et il y est resté, tout à fait. Très industrieuse, reconnue. Quand on prend déjà la littérature coloniale, quand on sait que la Kabylie, et Tizi Ouzou particulièrement, a été la ville qui a été la plus tardivement, la plus tard occupée. En 1850. 1857. Et dans les contrées très lointains, encore plus loin qu'elle a envoyé 5000 cavaliers, 5000 hommes pour combattre dans le Sahel algérois pour cela. Donc elle est riche de ces hommes. Mais parce qu'elle est riche de ces hommes, et donc elle détient quelque chose qui a trait à cette intelligence qu'ont ces hommes, parce qu'ils ont occupé ce territoire. Ils ont forgé des stèles, certainement, mais ils ont aussi des outils mégalithiques. On trouve des espaces depuis les allées couvertes d'Etharona que nous avons. Le patrimoine archéologique est d'une richesse exceptionnelle. Et le savoir-faire aussi. Et je terminerai, Slimane, parce que tu es beaucoup mieux placé que moi. Cette beauté de sarcophage qu'on retrouve au musée des Antiquités à Alger, dont on parlait tout à l'heure. Oui, que vous pouvez aller visiter, avec du marbre blanc. Ce marbre blanc avec lequel on a construit les beaux édifices de la Maison Blanche qui viennent d'Alger. Eh bien, nous avons ce marbre blanc qui a été trouvé à Azfoun, qui est au musée des Antiquités, avec une mythologie qui retrace la mythologie de la Méditerranée. Et donc tout ceci, on le retrouve aussi par la suite, on le retrouve dans la masure la plus simple, la plus modeste, à travers les murs qui vont être décorés dans la région des Ouadia, dans la région des El-Qaïd, à Termitine et ailleurs. C'est cette richesse-là qui fait que ces hommes ont désigné tout ce qui est autour d'eux d'une manière particulière, si bien qu'ils nous ont conservé cette langue. Tout à fait. Et qu'ils ont été le fer de lance de la conservation de cette langue pour le renouveau de l'Algérie. Je crois que ça, c'est d'une extrême importance. Tout à fait. Nous avons remarqué que tout avait une symbolique. Ça y va du bijou au tapis. Aujourd'hui, les artistes le reproduisent sur leurs œuvres, à travers la poterie. On a remarqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, en allant visiter le musée, pratiquement la maison transformée en musée de M. Dahmani. Donc c'est extraordinaire. Monsieur Youssef, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour le toponyme de Tizi Ouzou, l'hypothèse qu'avance M. Dahmani existe effectivement. D'accord. Mais c'est-à-dire l'expression Ouzou, Azou, on dit Azou aussi. D'accord. Tout autour de la vallée du Sébaou, sur les piémonts, il y a cet arbuste qui au printemps jaunit admirablement bien. Il y a ce contraste de couleurs entre le vert et le jaune que l'on retrouve un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu dans la symbolique berbère en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Donc je crois qu'il serait, à mon avis, plus intéressant d'opter. Le toponyme, de toute façon, il est consenti, il est attesté, il est avéré. Tizi Ouzou, c'est le col déjeuner. Très très bien. Alors, oui. Moi, j'ajouterais quelque chose en ce qui concerne le pays, la région. La région. D'abord, la wilaya de Tizi Ouzou couvre l'ancienne zone 3 en totalité de la wilaya 3 et les 2 tiers du territoire de la zone 4 de la même wilaya. Ça d'un côté. De l'autre, tout le sud, tout le nord du Djurdjura, on appelle Igawoun. Et si on prend deux crayons de couleur, un marron et un vert, je ferai d'un seul trait en marron 3 qui dessineraient le Djurdjura jusqu'à Mizrana, avec des pointes à Mizrana, et l'autre jusqu'à Bounaman, Roman. Le deuxième trait en marron toujours, qui désigne des monts. Donc c'est la dorsale médiane qui va de Sidi Ali Bounab
jusqu'à Itourar, en passant par Mafqa, Zmerzer, Benidouala, Larban. Là, les monts s'élèvent jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et la troisième ligne dorsale, c'est la dorsale maritime qui s'étend de Mizrana jusqu'à Rouman et qui va de 600 à 800 mètres d'altitude. Et entre les trois lignes montagneuses, nous avons des vallées. Nous avons le couloir de Terhamizan qui part des Isser jusqu'aux Ouassif. Nous avons la plaine du Sebaou oui. Et Boubhir jusqu'à Iloula. Et nous avons le Sahel, la plaine côtière. Donc, on peut les colorer en vert. Très bien. Ah, bah c'est bien dit ça. À propos de vert. Oui, à propos de vert. Monsieur Aït Hamd a parlé de la configuration orographique de cette wilaya. Oui. Il y a un très beau texte qui a été écrit par Mouloud Mamri sur la montagne. Vous savez, il y a eu des échanges comme ça, des discussions entre Mamri et Pellegri. Oui. Et à un moment, Pellegri demande à Mamri, il lui dit qu'est-ce que la montagne pour toi? Et ce que répond Mamri mérite d'être entendu. D'être entendu et connu. Et je crois que Malika a préparé le texte pour le lire. Allez-y. Bah, tout à fait. Alors là, il lit dans mes pensées, Slimane. Merci beaucoup d'avoir présenté la chose. Ainsi, effectivement, comme il a été présenté, notre wilaya est essentiellement, c'est essentiellement la montagne à laquelle nous sommes foncièrement attachés, bien sûr, tout un chacun. Et qu'on ne peut trouver mieux pour expliquer ce texte donc de Mamri, qui résume en fait un peu tout, y compris de la manière d'être, la manière d'agir, ainsi que cette tendance de notre société à sécréter à chaque phase historique des systèmes techno-culturels, des systèmes technopolitiques et techno-économiques qui vont être adaptés pour faire face aux structures et garantir sa pérennité. Alors, c'est ce que Mouloud Mamri va dire dans ces échanges que je cite, voilà, que je lis, j'ai repris en gros caractère parce que je n'ai pas de bons yeux. La montagne, la grande, j'aime. Et si tu me demandes pourquoi, je te dirai que c'est peut-être parce qu'elle est un défi à la médiocrité. Choisir de vivre là, c'est opter pour la difficulté. Pas une difficulté passagère, non, celle de tous les jours. Depuis celui où vous ouvrez les yeux sur un monde hostile, aux horizons vite atteints, jusqu'à celui où vous le fermez pour la dernière fois. Il y a un parti pris d'héroïsme, de folie ou de poésie doucement vaine à choisir cette vie. Et il ajoute: la montagne où je suis né est d'une splendide nudité. Elle est démunie de tout. Une terre chétive, de pâture mesurée, pas de voie de grand passage pour les denrées, pour les idées. Et le nœud, je vous le laisse ici, dans la montagne où je suis né, il ne pousse que des hommes. Et les hommes, dès qu'ils sont en âge de se rendre compte, savent qu'ils attendent qu'une nature revêche les nourrisse. Et ils auront faim, S'ils ne suppléent pas à l'indigence des ressources, pour la fertilité de l'esprit, la montagne chez nous accule les hommes à l'invention. Je ferme les guillemets pour me Mamri. C'est formidable, bravo à vous, c'est formidable. En fait, ce qu'il veut dire par là, et c'est ce que nous retrouvons dans nos espaces, à nous de montagne, démunis, où cet homme, malgré des ressources très très limitées, parfois inexistantes par le passé, Dieu merci, de nos jours, les choses ont beaucoup changé, mais malgré tout, on a sécrété une matière à dégager un surplus, à avoir une économie de montagne appropriée, à pratiquer le colportage, à, en temps de disette,
avoir un mode de consommation propre et parfois paradoxal, parce qu'on va se retrouver devant le paradoxe de se nourrir de couscous, de se nourrir de céréales et de protéines végétales, parce que la terre est maigre. Mais la Kabylie, la wilaya de Tizi Ouzou, mais la montagne d'une manière générale, va avoir à retrouver des ressources, parce qu'il y a des ressources territoriales qu'il va sécréter. Cette manière d'occuper l'espace, de produire même sur des terres très maigres, qui sont très peu arables. Et il va y avoir l'olivier, là. Et là aussi, il a écrit aussi sur l'olivier. Et je vais rendre il en a écrit sur l'olivier. De Mouloud Mamouni, oui. Vous vouliez dire, monsieur Peut-être vous vouliez dire à la rangée d'en face. Ah oui. Non, moi c'était par rapport aussi au texte qu'elle vient de lire, par rapport à cette belle image, hein, parce que c'est pratiquement beaucoup d'images qu'on retrouve aussi dans le texte. J'ai remarqué qu'ici, c'est vrai qu'à Tizi Ouzou, l'homme a relevé le défi par rapport à la nature. Et non seulement il a relevé le défi, mais il s'est transformé en poète. Ça ne l'a pas empêché d'être très créatif aussi. Oui. Et on le retrouve, je reviens comme vous le dites à monsieur Dahmani, tout à fait, à travers la poterie. Et ça a été une diversité extraordinaire. Nous allons voir dans les images dans un petit moment concernant votre collection, tout à fait. Vous m'aviez dit, chaque village a ses spécificités. C'est comme dans le sud, les tapis, les tentes, on reconnaît une tribu par le dessin ou par les symboles des tentes. En Kabylie aussi, par la robe, par la poterie, par voilà, des petits détails comme ça de tous les jours, qu'on reconnaît que ceci est de Michelet, que ceci est des Wadian, que ceci est de Makuda ou de Mnieni par exemple. D'Athini. Le bijou. Oui. Le bijou des Asiani. Par exemple, le bijou d'Atiani. Magnifique. Voilà. Allez-y alors, monsieur Dahmani. Vous qui, depuis l'âge de 15 ans. À peu près, oui. Voilà. Disons, nous avons trois grands systèmes de céramique. Et à travers la céramique, les systèmes décoratifs, de représentation symbolique, esthétique, décorative. Même les murs, parfois, peut-être que nous allons les aborder tout à l'heure. Oui. Un système appartenant à la Kabylie du Djurdjura. Oui. Un second système qui appartient à la Kabylie des Babor. Oui. Béjaïa, Kharata, Djidjil. Et un troisième grand système, les Bibons. Bouira, la limite sud des Babor, jusqu'à Borj Bouaraj. Et à l'intérieur de ces trois grands systèmes, nous avons trois sous-systèmes. Et dans chaque sous-système, nous avons un ensemble de tribus, entre guillemets maintenant, parce que l'urbanisation, la scolarisation, le travail industriel, l'immigration tentent à effacer la notion de tribu. Mais gardons provisoirement, entre guillemets, ce qualificatif. Et à l'intérieur de ces sous-systèmes, chaque tribu produit son esthétique, son design. Le design de Tizernif, d'Iflisnoum Lille, est totalement différent du design, par exemple, des Matka ou des Babor. Alors nous voyons là les images de votre collection à l'intérieur de chez vous. À l'intérieur de la maison. Alors. J'espère qu'il n'y aura pas de visiteurs cette nuit. Bon, il y a toujours quelqu'un, donc il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui surveille. Et à propos, je reviens à la toponymie. Madame Lacoste du Jardin a traduit Iflisn Lille, Lille, les enfants de la nuit. Oui. Or, Lille, c'est Thamlilt. D'accord. Et c'est un gisement de céramique extraordinaire qui n'a jamais été exploré, exploité, diffusé. Oui. Et à l'intérieur de chaque tribu, nous avons parfois des différences d'une famille à l'autre. Parce que, à travers les mariages, on peut ramener d'une autre tribu ou d'une autre région son propre système décoratif que l'on peut intégrer dans le système décoratif, esthétique ou de design existant déjà dans la tribu d'accueil. Et l'histoire se répète aujourd'hui encore. Elles existent toujours, arrive aujourd'hui. Mais c'est altéré malheureusement. Voilà, malheureusement c'est... Alors je voudrais insister sur ce patrimoine que nous avons hérité, c'est-à-dire que nous ne le possédons pas, ce n'est pas notre propriété. Nous ne sommes que de simples usufruitiers. Nous utilisons ce patrimoine nous a été à des fins légué commerciales, etc. Par nos aînés. Nous devons le léguer aux générations futures. Très bien. C'est pour cela que j'ai entrepris ce travail d'abord de collecte,
de conservation, de préservation, en attendant un grand musée de la ville de Tizi Ouzou, même si la Oulia vient de lancer les travaux de création d'un grand musée, mais polyvalent, qui va de la préhistoire jusqu'à la période rappelons que vous en faites don à l'État. Bien évidemment. Votre... Non, je ne ferai pas don à ce musée parce que ses capacités d'accueil est très limitées. Il nous faudrait 15 000 mètres carrés. Voilà. Croyez-moi, quelqu'un en Arizona, sur Internet, disait « Je possède 60 000 pièces ». Je lance un défi, à partir de Canal Algérie, de comparer nos deux systèmes de céramique, nos deux productions culturelles, entre ce que l'Arizona et toute la partie occidentale des États-Unis et la partie septentrionale du Mexique, parce que c'est spécialisé dans le précolombien et dans la partie américaine, indienne-américaine, de pouvoir comparer. Évidemment, c'est un apport universel, ça appartient à toute l'humanité. Nous avons contribué à notre façon à cette humanité, c'est l'élément féminin. Ce ne sont pas nos hommes qui sont à l'origine de cette production culturelle, esthétique ou utilitaire. Quoique, il y a certaines, enfin, d'après modeste, on va dire, recherche, il y a par exemple certaines sculptures, ils disent qu'ils sont spécifiques à l'homme, pas à la femme. Dans la poterie ? Sculpture sur bois, par exemple. Le bois, c'est le domaine de l'homme. Voilà. Le bois, c'est le domaine de l'homme. Spécifique. Parce qu'il y a des corporations. C'est la terre qui est plutôt. La terre, c'est le domaine de la femme. De la femme, voilà, l'argile. Enfin, voilà. Mais, oui. Monsieur Dahmani, vous en avez. Moi, je trouve que l'entreprise de Monsieur Dahmani est une entreprise absolument louable et qui doit être remerciée, félicitée et reconnue comme un serviteur du patrimoine culturel algérien et du patrimoine culturel de cette région. Je lui ai toujours dit et je m'incline avec déférence devant le travail qu'a fait M. Dahmani. Et évidemment, maintenant, le ministère de la Culture et la wilaya de Tizi Ouzou entreprennent de construire, d'ériger des institutions muséales, des dépôts, etc. Et cela est nécessaire parce que pour pouvoir faire profiter les gens de cette richesse, pour pouvoir faire profiter les gens de leur patrimoine, il faut le montrer, ce patrimoine. Il faut des structures de monstration, des structures de démonstration pour qu'on puisse voir tout ce que nous possédons. Très bien. Monsieur Merahi ? Oui, je voulais juste revenir un peu sur l'espace de Tizi Ouzou. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement que la montagne. On a 120 km de façade maritime. Parce qu'on a tendance, les chercheurs, principalement les chercheurs étrangers, ont tendance à mettre de côté la façade maritime. Donc vous avez de la frontière de Délice, pratiquement jusqu'à la frontière de Bdjaya, donc après Asfoul, Petit Paradis, etc. Il y a une façade maritime et il y a un grand homme de lettres algérien, Allah yarhamou, Tahar Djaout, qui dans plusieurs de ses ouvrages, notamment Les chercheurs d'os, notamment le livre de Ali Maroc, livre commun avec Ali Maroc, où il a essayé de, comment dirais-je, de donner un peu la solution, la clé de l'énigme, pourquoi le Kabyle a délaissé, a tourné le dos à la mer et s'est contenté justement des difficultés telles que ça a été dit tout à l'heure dans le texte de Mamri. Pourquoi le Kabyle et comment le Kabyle a laissé tomber? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Est-ce qu'il a déjà réellement tourné le dos à la mer? Est-ce que vous le pensez réellement? Oui, l'histoire atteste. Bon, par la suite, bien sûr, les deux rives de la Méditerranée ont été unis, si j'ose dire, par l'immigration. Mais il y avait une espèce de superstition, de crainte de la mer de la part du Kabyle. Madame? Si vous permettez, justement, il y a beaucoup d'écrits qui sont malheureusement connotés péjorativement sur le territoire algérien d'une manière générale et la Kabylie de manière particulière. En voici justement un. J'ai l'impression que rapidement on dit que le Kabyle n'aime pas la mer ou a le dos tourné à la mer. De notre côté, lorsque
l'on se penche sur les termes dans la langue qui existent concernant la mer, concernant la pêche, concernant la navigation, on retrouve que ces termes-là existent dans la langue. Il me semble qu'il est temps que on pense de l'intérieur, que nos écoles, nos universités, nous avons dans la wilaya de Tizi Ouzou, l'université Mouloud Mamri qui compte 47 000 étudiants. Une force d'invention, de création qui est formée. Il est temps qu'on remette les pendules à l'heure concernant de nombreux domaines et qu'on laisse les domaines de spécialité à ceux qui sont de ce domaine de spécialité. Moi, quand je lis Mamri sur la question de l'anthropologie, ô combien Mamri est un homme de science, et que voilà beaucoup de choses que la littérature coloniale a dit, a décrié, a déformé sur nos espaces, nos territoires algériens, je suis triste. Et là, je n'en veux que pour preuve que que l'on a trouvé à Azfoun, le port. Alors on dit phénicien, comptoir, mais par contre toutes ces jarres, ces belles jarres qui étaient emplies de richesses. Et même dans les dessins, dans les sculptures, dans les plats, il y avait le poisson, il y avait des symboles de la mer qui revenaient, l'étoile de mer. C'est une vieille affaire, cette question. Voilà, c'est une vieille affaire, notamment. C'est une vieille affaire, cette question de rapport économique de l'homme à sa vie. Évidemment, globalement, la céréaliculture, c'est-à-dire la culture des céréales, est très ancienne en Afrique du Nord. Elle est sans doute de beaucoup antérieure à Massinissa. Elle est sans doute de beaucoup antérieure à Massinissa. Elle est du néolithique, ce que les préhistoriens appellent le néolithique. Donc, si vous voulez, ces populations sont majoritairement des agriculteurs. Et cela s'est fait très tôt. Mais avec un appoint venant de la pêche. Il n'y a pas eu de dos tourné à la mer. Le dos tourné à la mer est récent. C'est récent, parce que, savez-vous, madame, que jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait une navette qui faisait Azfoun Azfoun Annaba, puisque si Mohamed lui-même prenait cette navette, il partait dans l'est de l'Algérie, il partait à Annaba, il partait évidemment par le continent, mais il partait aussi en prenant la navette d'Azfoun à Annaba, où il y avait beaucoup de mineurs de la région. Mais il y avait aussi au XVIIe, XVIIIe siècle une navette Azfoun-Alger. Et c'est ce qui explique la présence dans le Chabi, par exemple à Alger, de beaucoup d'artistes d'originaires d'Azfoun. De région d'Azfoun. D'ailleurs, on dit Azfoun, c'est le village des artistes. Mais Azfoun était un port. Il n'y avait pas de nombreux habitants. Ils étaient sur les crêtes et descendaient, prenaient la navette et partaient à Alger. C'est à la fin du 19e siècle que la France a décidé d'assécher cette arrivée des Kabyles sur Alger. Ils ont arrêté vers 1902-1903 cette navette d'Azfoun à Alger pour favoriser davantage d'hélice Alger, parce qu'ils croyaient qu'on faisait venir des citadins auprès de citadins et qu'il fallait assécher cette arrivée de ruraux parce qu'ils faisaient de mauvaises analyses. Mais ce n'est pas la seule mauvaise analyse qu'ils faisaient à l'époque. Merci beaucoup, monsieur Haji Slimane. Alors, une petite pause musicale, histoire un petit peu d'alléger. C'est vrai que nous ne voulions pas alourdir un petit peu à travers l'histoire. J'espère que vous apprenez énormément avec nos invités. On vous propose, on a parlé de la terre, qui dit terre dit l'olivier, qui est bien sûr, on va dire l'arbre par excellence en Kabylie. Donc je vous laisse avec cet extrait musical avec la troupe, qui justement nous fait un petit schéma sur la cueillette de l'olivier. À tout de suite.
c'était là, donc la troupe Lumière en kabyle, c'est Safas. Safas. Voilà, donc en kabyle c'est Safet. Nous sommes dans la wilaya Tizi Ouzou. Dans la wilaya Tizi Ouzou, nous sommes ravis de vous recevoir, nos invités ici présents, et aussi ceux qui ont accepté, nos honorables invités qui ont accepté aussi de venir depuis chez eux, depuis leur village, et voilà, pour assister à cette émission ici avec nous en direct. Monsieur Hachi Slimane, ici présent, Madame Ahmed Zaïd Malika, Monsieur Saïd Ahmed Wali, Monsieur Dahmani Mohamed et Monsieur Youssef Marahi, encore une fois, merci à vous de venir pour participer, nous informer, partager vos connaissances avec nos chers téléspectateurs. Alors, on parlait un petit peu de la définition Tizi Ouzou, on a parlé un petit peu des spécificités de la région. Alors, après l'Olivier, moi j'ai envie surtout qu'on parle, si vous le voulez, là tout de suite, des villages en Kabylie, aussi de la maison en Kabylie. Comment pourrions-nous un petit peu la définir, si vous le voulez? Voilà, ce qu'il en reste, comme dit. Mais c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Hein, beaucoup de choses ont changé. Oui. Alors, comment on peut la définir? Moi, je voudrais dire un mot sur votre public, là. Oui. Il est merveilleux, votre public. Il est merveilleux, il y a des artistes, il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Tout à fait. J'ai rencontré des anciens de la JSK qui ont embelli nos jours et qui ont enchanté nos dimanches à l'époque. Ah, oui. Je me rappelle très bien de Hanashi, Koufi, Koli, Keraman. Vraiment. Des enfants de la wilaya. Des enfants il y a le recteur de l'université. Oui, il y a Hiyaten. Exactement, l'artiste qui nous fait l'honneur d'être présent. Le jeune Jafar Ayt Menglad. Ah oui, là vous êtes en train de divulguer nos invités, nos artistes. Voilà, il faut le citer. Voilà. Alors, si on définit un petit peu aujourd'hui le village en Kabylie, comment on peut le présenter, comment on peut le définir, Madame? Oui, alors le village, justement, c'est Fedderth. D'accord. Fedderth qui vient donc du verbe der, vivre. C'est le lieu de vie, en fait. Et c'est un lieu, au-delà donc de l'aspect formel, de l'aspect organisationnel, de tout ce qu'il a sécrété comme mode d'organisation, comme valeur qu'il porte, c'est également le lieu où on va organiser la vie en société. Et ce village, il a une telle profondeur que des écrits et des sociologues, d'illustres sociologues, se sont penchés sur ses analyses, son analyse à travers justement le maillon, le premier maillon de ce village, qui est la maison Acham. Et là, je ne veux citer que Pierre Bourdieu, pour le commun des mortels, qui, à travers l'analyse de la maison kabyle, de l'organisation sociale, de tout ce qu'a sécrété cet homme kabyle pour en faire des ressources. Et n'en déplaise à mon ami Slimane, la maison kabyle, est-ce qu'il en reste? Il en reste dans les têtes. Quand bien même cette maison a été rasée par l'aviation coloniale, dans beaucoup de têtes, dans la cosmogonie, dans la manière de se représenter le monde, dans les relations hommes-femmes, dans les relations avec le groupe, pour mutualiser les moyens, pour fonctionner dans le cadre de ce que de nos jours, la nouvelle science innovante qu'est l'économie sociale en ces temps de crise financière mondiale, on fait appel à l'économie sociale et solidaire. Eh bien, ce sont ces espaces-là, Fedderth, Acham, qui ont sécrété les principes de réciprocité, le principe de mutualisation des moyens, le principe de complémentarité. Quand bien même, il va y avoir du conflit. Il va y avoir du entre conflit, les tribus, voilà. entre les Mais il va y avoir maisons, une division du travail entre l'homme et la femme. Oui. Il va y avoir le frère qui va aller dans l'émigration et puis celui qui va rester travailler. Et il va y avoir surtout ce qu'il en reste de nos jours. Oui, quand je disais ce qu'il en reste, c'est-à-dire ce que les mutations sociales inévitables, ce que la volonté de l'accès au confort moderne. Mais ce que j'ai remarqué aussi, excusez-moi, M. Hachislimane, c'est que de la part de tout le monde. Oui, c'est que l'habitant, bien qu'il construit, comme vous l'avez dit, d'autres bâtisses aux normes actuelles, si je puis me permettre cette expression,
on ne détruit pas l'ancienne maison. Oui, on ne démolit pas l'ancienne maison. Oui, moi, j'ai vu des villages à Iwaziyine, par exemple, aux Zouadia. Ils ont la bâtisse nouvelle à côté. M. Dahmani est d'accord avec moi, il laisse la tête. Il y a toujours l'ancienne maison de la maman, voilà, des parents qui est à côté. Oui, mais qui va s'écrouler parce qu'elle n'est pas habitée. Parce qu'elle n'est pas habitée. Voilà. Il faut un peu plus que ça, un peu plus que de la nostalgie, un peu plus que ce rapport volontariste au patrimoine. Il faut une stratégie, il faut des actions, il faut connaître d'abord ce que c'est le village kabyle, ce que c'est la maison kabyle, ce qu'est l'urbanisme kabyle, comment se construit un village. Il faut s'interroger pourquoi tous ces villages ne sont pas devenus des cités, pourquoi ce ne sont pas devenus des villes, pourquoi le système segmentaire, comme on dit en anthropologie, a fait que le village n'a pas pu dépasser sa taille de village. Il y a eu de gros villages, de gros bourgs. Le mien, par exemple, mon village, à Seine, à Benini, au 19e siècle, on l'appelait Thamzint, parce qu'il avait 3000 âmes, il y avait 3000 habitants. Il y en a moins aujourd'hui en hiver. En hiver, il y a moins de 3000 habitants à Idlahsen, moins qu'au 19e siècle. Et que donc il faut une stratégie, il faut une politique, il faut une vision, il faut des programmes pour pouvoir réhabiliter cette architecture, réhabiliter cet urbanisme et réfléchir à ce qu'il y a lieu de changer, à ce qu'il y a lieu d'améliorer naturellement. Par exemple, maintenant, les constructions à plusieurs étages, et c'est en train de devenir, l'urbanisme et la construction en Algérie est en train de devenir uniforme. On construit de même manière à Tamanrasset qu'à Tizi Ouzou. C'est tragique, c'est terrible. Il faut qu'il y ait une identité dans l'architecture, dans la construction. Et c'est pour cela, excusez-moi, qu'en 2014, le centre va organiser un grand colloque international sur cette notion de village, sur cette notion d'urbanisme villageois, sur les stratégies à élaborer pour pouvoir avancer. Voilà. Très bien, merci. Moi, je voulais juste me retourner parce qu'on a parlé tout à l'heure des migrations. Monsieur Aït Ahmed Ouali, vous m'avez dit, en entendant justement qu'on parlait des migrations par rapport à Alger et tout, vous m'avez dit que ça existait bien avant le... Et effectivement, pour l'immigration interne, elle a commencé dès le 16e siècle, avec Ahmed Ouelqadi, lorsque... Il était consul des Hafsides à Annaba. Il avait demandé aux frères Barberousse de combattre les Espagnols qui visaient les ports d'Alger. Donc, avec le contact avec les Turcs, il avait rejoint son village d'origine. Par la suite, il avait combattu les Turcs, les frères Barberousse, et il était devenu président, enfin en quelque sorte monarque du pays au niveau d'Alger. Et son règne avait duré 7 ans, de 1520 à 1527. Et durant cette période, tous les habitants de la région, de Chalem, de Koukou, etc., ils s'étaient déplacés à Alger. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a un site, enfin un quartier qu'on appelle Koukou au niveau d'Alger. Oui, de Koukou, tout à fait. Koukou, avec le royaume de... Exact. Et bien sûr, l'émigration s'est développée par la suite avec les Turcs. Et bien sûr avec la conquête française. Alors, avant que... Oui, M. Dahmani ? Deux mots, si vous me permettez, à propos des villages et de l'habitat. Mais bien sûr. Tout à l'heure, nous parlions de systèmes décoratifs. Oui. Il y a deux dénominateurs communs pour les 13 000 villages et hameaux que comptait cet Alain Parfait, parce que ces villages ont réalisé une conurbation phénoménale, exceptionnelle dans la montagne méditerranéenne et en Kabylie. C'est un phénomène jamais vu. Et il se poursuit encore.
deux dénominateurs communs. C'est la morphologie, l'architecture de toutes les bâtisses kabyles, traditionnelles kabyles, sont identiques, à l'exception de celles qui ont été introduites par les Andalous ou par les Turcs, les Ottomans. Un autre dénominateur commun, c'est l'organisation sociale. C'est la Juma et les institutions. Elles n'existent plus. Quelques rares exceptions. Il en existe, mais c'est terminé. Par contre, l'esthétique, les dessins décoratifs, la façon dont les intérieurs sont décorés et aménagés varie d'une tribu à une autre. Aït Chafa, Asfoun ou Tigzirt, le littoral méditerranéen, ont une esthétique, ont un aménagement intérieur totalement différent de celui de Matka, de Mekla, de Tizirnif, de l'Arwan Thalathen ou de comment on appelle ça, les Ouadia et Asel Qaïd. Les dessins décoratifs, les dessins décoratifs sont totalement différents. Asel Qaïd. Vous avez un spécimen ici d'une maison de Asel Qaïd. Oui. Ça appartient au même système décoratif des intérieurs que pas des Ouadia. Nassetra, c'est-à-dire les villages accolés au versant sud et au versant nord du Djurdjura. Les Ouadia ont un système décoratif unique au monde. Il a été étudié par un père blanc, il a fait l'objet d'une publication, mais malheureusement, on ne trouve plus une seule vieille maison où l'on retrouverait encore ces traces. Et on ne suit plus ce système. C'est terminé, parce que l'indivision, parce que l'autoconstruction, parce que les immigrés, parce que le transfert, parce que la modernisation d'une manière générale de la société ont fait que l'habitat a évolué. Alors un autre système décoratif inimaginable, une personne qui ne l'a pas vu ne peut pas se l'imaginer. On a représenté la voûte céleste, avec des milliers d'étoiles que l'on retrouve dans des vieilles masures de Tizirnif, de Mkira et de Timzret, la partie occidentale de la Oulia de Tizi Ouzou. Les matériaux de construction sont différents. Par exemple, les végétaux qui sont utilisés dans la toiture, le littoral, sont différents de ceux utilisés par ici Matka, ou bien, par exemple, Athel Qaïd, la terre battue. Les pierres taillées du littoral méditerranéen n'ont rien à voir avec les misérables terres du granit et du calcaire de Hilton, de Iloula ou les Garés, ou du schiste, par exemple de Matka, il n'y a que du schiste, ils n'ont pas de pierre. Donc nous avons autant de tribus, autant de fédérations ou de confédérations que de systèmes villageois. Hélas, ces villages sont en voie de disparition. Nous avons des conurbations qui font 30-40 km. Les Ouadia, Tizintlatha, Meshtras, Bogni, jusqu'à Dral-Mizan, jusqu'à Tizirnif, une conurbation de 60 km. Dans une quinzaine d'années, tout l'axe de la RN 30 et 68 seront d'ici à Tizi Ouzou à Zazga. Il reste encore quelques années et tous les trous, tous les interstices libres et c'est transformé en zone d'activité. Nous avions des zones d'activité susceptibles d'accueillir les artisans, les industriels, toutes ces activités, ce sont ces routes nationales, les routes communales, départementales qui accueillent ces activités. Et enfin, pour terminer, les traditions artisanales de ces villageois sont pratiquement en voie de disparition, remplacées par d'autres activités. Exemple, les Matka, ils produisent du gin 7 ans, 77 ans, formel et informel. Des centaines de jeunes qui se sont lancés dans ces activités. Que ça, que du gin. Exemple, Azmazel, de Tizi Ouzou jusqu'à Sokol Teneyin, en passant par Azmazel, nous avons 400, 500, 600 menuisiers et ébénistes qui ont remplacé leur vieille tradition. C'est-à-dire, surtout le raisin d'Azmazel est très connu, les fruits d'Azmazel sont très connus, les figues d'Azmazel sont très connues. Tout ceci est abandonné au profit de ces nouvelles activités. Et on a encore du côté de Douagnoun Freha une autre zone, c'est un axe, mais qui accueille de l'agroalimentaire pour le bétail et pour les humains. Monsieur Merahi, alors on le disait hier, on parlait de ces villages, vous m'avez même dit qu'il y avait des villages qui étaient spécialistes dans des, comme disait Monsieur Lahmani à l'instant, qui étaient spécialistes soit dans la vannerie, étaient connus par leur poterie, par exemple. Vous avez Benini pour la bijouterie, par exemple, l'armement aussi.
l'armement aussi bénini il y a quelques siècles de cela. Vous avez cette façade de Tizi Rached Mekla pour la vannerie, vous avez la région de Maatkas pour la poterie, mais ce sont des pôles d'activité artisanale. Mais je crois que ces spécialités-là, on les retrouve sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Comme on retrouve de la bijouterie à Benini, c'est le pôle, on peut la retrouver. Il y a certains bijoutiers, j'allais dire par destination, qui se sont lancés dans la bijouterie, aux Ouagnoun, à Gathjinad, à Talamara, et ainsi de suite. Vous voyez, ce qui fait que... Oui, non, c'est très peu. J'ai dit... Ils se sont lancés par destination. Tizi Ouzou, c'est le pôle, c'est la capitale. Je dis par destination. C'est-à-dire que il y a des pôles d'activité artisanale qui sont connus. Benini. Nous allons voir les artistes. Nous allons faire le côté de Tizi Rached, etc. Athéchem pour tout ce qui est le tapis, la robe, et ainsi de suite. Mais oui, la vannerie, il y a un trait aussi pour si je peux terminer. Makouda. Il y a un trait. Makouda, c'est beaucoup plus la pierre taillée. La pierre taillée, notamment dans la région de Talabzro, etc. Mais il y a quand même dans d'autres villages, dans d'autres espaces de Kabylie, où ces artisanats, n'est-ce pas, ont été repris par des familles qui sont maintenant, comment dirais-je, qui ont c'est une tradition familiale que de faire de la bijouterie, que de faire de la vannerie. Vous avez les gens d'Athmzaïb, Batrouna, etc. pour ce qui est du rotin aussi. Et aujourd'hui, si vous le permettez, je l'ai constaté, on va dire, de visu, grâce au travail que fait la Maison de la Culture, il y a aussi des artistes qu'on regroupe, des artistes qu'on retrouve, des artistes qui ont reçu des aides, qui ont même ouvert leur propre, on va dire, leur propre boutique pour un apprentissage. Il y a des artistes peintres qui ont ouvert des galeries. Donc voilà, des artistes qui sont aidés. Alors justement, pour abonder dans votre sens, dans le sens de ce que viennent de dire les amis ici présents, il se trouve qu'effectivement nous avons une spécialisation qui était déjà connue traditionnellement, que nous avons des réseaux tel que ça se passe dans le monde moderne. Le monde moderne est un monde de réseaux. Je ne parle pas que des réseaux informatiques, mais des réseaux, des hommes qui s'organisent pour faire en sorte que la richesse, l'intelligence, soit prise en compte. Et c'est tout cela que la wilaya de Tizi Ouzou, la Kabylie particulièrement, recèle comme potentialité. Parce qu'il va y avoir donc des systèmes productifs locaux, des systèmes productifs localisés, qui vont être fondés traditionnellement sur ce que recèle comme potentialité l'espace considéré, mais qui de plus en plus va être le fait des dispositifs que l'État met en place, qu'il faut certes potentialiser, que lorsque l'on sait qu'il va y avoir une ruée des jeunes vers certains créneaux, il faut que tout ce processus-là soit accompagné par des infrastructures au prorata de l'importance de la population, de la densité de la population. Et tout ceci doit se faire dans une stratégie qui prenne ses ressources territoriales. Et pas rien qu'à Tizi Ouzou, mais par rapport à toute l'Algérie. Bien sûr. Mais excusez-moi, sur ce point précis, et je termine si vous permettez, les ressources territoriales, elles sont aussi ce patrimoine. Parce que lorsque l'on va faire en sorte de s'organiser à travers ces réseaux, à travers, bien sûr, ces chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de l'artisanat, la chambre du commerce, etc. Tous les réseaux qui traditionnellement sont présents dans les familles, sont présents dans les villages, qui sont toujours vivants. La Kabylie est toujours vivante. Et aujourd'hui, ce sont des moyens et ils représentent l'Algérie. Vous m'avez raconté hier comment, voilà, à travers un petit moyen, on arrive à véhiculer des messages. On est présent sur la scène mondiale lorsqu'il y a des salons et on participe, que ce soit avec le tapis, avec le couscous ou avec les bijoux. Et vous m'aviez dit comment les bijoux ont attiré l'attention et durant les années quand même assez cruciales, en 97. N'est-ce pas, où ils étaient ébahis lors d'un festival ou d'un salon à l'étranger. Ils étaient ébahis et émerveillés par le savoir-faire, bien sûr, algérien
Et bien évidemment... Du Faro, je peux en parler, à Marseille, avec donc une rencontre avec la PME-PMI, donc dans le cadre de l'Union européenne, avec Pascal Lamy, rien que ça, en 97, et où la Kabylie, où l'Algérie, qui était déjà à genoux ce jour-là, eh bien, c'est presque... Mais qui a su se remettre debout. Qui était debout et qui reste toujours debout, qui reste de ces villages, tout à fait, aussi tout à fait. Tout ces hommes, techno-culturel parce que jamais l'Algérie ne se mettra à genoux, en tout cas. Jamais les Algériens ne se mettront à genoux. Oui, madame. Il a été question fortement dans cette discussion du patrimoine, des différents secteurs d'activité du patrimoine. Oui. Et nous en avons ici en face de nous, nous avons les tapis. Mais toutes ces activités relatives au patrimoine renvoient toutes à la même matrice culturelle. Regardez les motifs que vous avez sur les tapis. C'est quasiment les mêmes que vous avez sur les tatouages, que vous avez sur les poteries, que vous avez sur le bijou, que vous avez sur votre robe. Ces motifs, ces dessins, ces représentations renvoient à la plus lointaine au moins proto-histoire et se sont développés. Prenons le cas du bijou dit des Athéniens, qui s'est étendu naturellement, qui est passé, qui maintenant est fabriqué dans de nombreuses communes, dans de nombreuses localités. Ce bijou-là que vous portez nous vient de très loin. Il a été pratiqué partout dans le nord de l'Afrique, en Algérie, au Maroc, et il est parti en Andalousie. Il est parti en Andalousie et il est revenu d'Andalousie avec les derniers retours que sont les Morisques, etc. Et c'est à partir de Bougie, à partir de Béjaïa, que suivant la vallée de la Soumam, ils sont remontés et ils se sont installés d'abord aux Athéniens pour perpétuer cette tradition. Et les émaux, les couleurs que vous avez sur vos bijoux, le bleu, le vert, le jaune, une symbolique ont aussi. une symbolique, Oui. Qu'on retrouve dans les grandes cités andalouses, qu'on retrouve à Grenade, qu'on retrouve à Cordoue. Ça, c'est pour les questions patrimoniales. Et on pourra faire une annonce. On va présenter, le ministère de la Culture va présenter à l'UNESCO des dossiers de classement sur les listes du patrimoine immatériel de l'humanité. Nous allons présenter un dossier relatif à la chouiq et nous allons présenter un dossier également relatif aux bijoux des Éthiopie pour être classés patrimoine mondial. Et ces classements sur les listes du patrimoine mondial assurent naturellement une plus grande visibilité de ces patrimoines, peuvent être de nature à assurer une longévité plus importante à ces patrimoines. Mais il faut que la culture fasse vivre les gens, c'est ce que disait Malika tout à l'heure. Il faut que la culture aussi fasse le miroir d'une société, fasse bouillir la marmite des gens. Sinon, ça marche pas. Et si ça fait pas bouillir la marmite, ça marche pas. Il a été question tout à l'heure des Athéniens qui fabriquaient des fusils, qui incrustaient les crosses de fusils. On ne le fait plus. C'était du travail d'ébénisterie. Ils mettaient du nacre, il y avait un savoir-faire. C'est tous ces savoir-faire qu'il faut que nous réhabilitions, qu'il faut que nous remettions en circulation. Mais tous ces savoir-faire tirent leur origine, tirent leur histoire d'une trame, d'une matrice qui est commune à toute cette moitié nord de l'Afrique. Tout à fait. Du Tchad à la Méditerranée et de Siwa à l'Atlantique. Exactement, Monsieur Hachi Slimane, on parlait d'un savoir-faire, mais aussi, on va dire, d'une présence. Là, j'essaie de trouver en fait une transition pour parler de la guerre de libération. On parlait du savoir-faire, mais aussi du génie, de l'histoire du génie. Par exemple, lorsqu'on cite Amirouche Aït Hamouda, qui a fait trembler le colon même après sa mort.
hein, rien en citant, en prononçant son nom, n'est-ce pas? J'imagine que vous en êtes ému encore aujourd'hui lorsque vous parlez de vos compatriotes. Et je vous demande ce soir d'évoquer, j'imagine avec beaucoup d'émotion, hein, que vous le faites pour nous ce soir, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, concernant cette période d'Algérie, voilà, qui a toujours résisté, qui est toujours restée forte et qui ne s'est jamais inclinée face à l'occupant, face aux destructeurs. Merci, Barakallahu Fik. Vous savez, comme vous le savez, l'Algérie, d'une façon générale, l'Afrique du Nord, d'une façon générale, et l'Afrique du Nord, d'une façon particulière, a toujours été une terre d'invasion. Elle a toujours suscité la convoitise des peuples de l'Orient ou bien du Nord. Depuis l'Antiquité, on a connu plusieurs colonisations, plusieurs invasions. Et la dernière, c'était celle de la France. Et déjà, au débarquement du 14 juin 1830 de l'armée française à Sidi Faraj, les enfants de la wilaya de Tizi Ouzou s'étaient portés volontaires pour aller sous l'autorité de Mohamed Ben Zamoum lutter, combattre l'ennemi. Donc vous voyez l'esprit d'unité qui animait les gens de la Kabylie. Ah oui, oui. Il y a ça. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Haute-Kabylie a été occupée définitivement le 11 juillet 1857. 57, c'est-à-dire 27 ans après l'invasion, le débarquement à Sidi Faraj. Entre 1830 et 1916, il y a eu exactement 105 insurrections. Mais toutes les insurrections ont échoué parce que c'était limité à des régions bien déterminées. Il n'y avait pas d'unité nationale. Et cette unité sera acquise justement par le biais des enfants de la région. Comment ? En 1912, de décisions ont été prises par l'autorité coloniale. D'abord, l'autorisation aux jeunes Algériens d'aller en France et le service militaire obligatoire. Là, c'est de 1912, donc, ils ont émigré en France ou bien ils ont passé l'armée française. Et là, ils ont acquis au contact des syndicats, au contact des partis politiques français, au contact de la société française, ils ont appris à s'organiser. Oui. Et pour la première fois, en 1926, il y a eu la fondation, la création de l'étoile nord-africaine. Cette étoile a été créée par 22 fondateurs, dont 17 de la wilaya de Tizi Ouzou. Dont 17 de la wilaya le 18e de la Soumam Banoun Akli, mais 17 de la wilaya de Tizi Ouzou. Et là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec Imash Amar par la suite, avec le PPA et la composante du PPA du MTLD était faite aux 3/4 par les enfants de la wilaya de Tizi Ouzou. Bien sûr, donc nous arrivons à 1954, le 1er novembre. Et là, on verra le génie justement des enfants de Tizi Ouzou qui avaient pris le maquis déjà en 1945-1947, à savoir Krim Belkacem et Amran et Amr Sheikh, etc., Ali Mellah et l'akhri. Et là, nous arrivons à 54.
la proclamation du 1er novembre a été confiée à des enfants d'Iri Limoula. Exactement. D'Iri Limoula. Certainement, vous avez dû visiter les lieux. Exactement. Les lieux. Et reproduite la proclamation. Bien sûr, frappée à la machine, tapée à la machine, mais reproduite à la Ronéo, appartenant à Ben Ramadan qui était encore en prison. En prison, puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison. Il ne sera libéré qu'après 55, c'est-à-dire en janvier 55. Et là... Et les responsables régionaux, à l'époque, il fut traqué et mis en prison. Et là, justement, à Ben Ramadan, toujours avec la même philosophie, avec le même objectif, rassembler toutes les régions, tout le peuple autour d'un combat libérateur. Et c'était un rassembleur. Et le congrès, bien sûr, a eu lieu en 56, le 20 août 56 à Ifri, sous la direction de certains responsables, à savoir Ben Ramadan, Ben Mehdi et les autres, Karim Belkacem et l'Akhiri. Mais par la suite, avec la plateforme qui a été faite lors du congrès, la réorganisation a été faite au niveau de l'ALN et du FLN. Et à travers les structures de l'ALN, on a pu faire entrer au combat des femmes. D'abord, au départ, d'une façon timide, mais avec l'opération jumelle, la femme est entrée ouvertement dans le combat libérateur. C'était elle qui était nommée, désignée comme responsable du front. Elle qui était agent de renseignement, agent de liaison, c'était elle qui ramassait les cotisations, etc., etc. Et là, c'était grâce aux grands hommes que furent les Abban, les Aït Hamouda, les Mohamedou El-Hajj, Ali Mellah et l'Akhiri. Et en ce qui concerne toujours cette unité, cette volonté de faire l'unité, lors du congrès de la Soumam, les congressistes ont décidé de créer la 6e wilaya. Et ce sont les enfants de cette wilaya qui étaient partis sous l'autorité de Ali Mellah en wilaya 6. Et c'était lors de la tenue du congrès que Karim Belkacem avait remis 350 millions aux autres wilayats, sommes collectées lors de l'opération Oiseau Bleu ou Forska, qui a été faite au départ pour noyauter l'ALN, mais qui s'était retourné contre l'occupant, la France coloniale. Donc 350 millions ont été répartis. Là, c'est... On essaye un petit peu de résumer, parce que l'histoire est longue et large. Le temps, malheureusement, ne nous est pas... Enfin, nous est compté, là. On est un petit peu... Et là, pour reprendre ce que vous aviez dit tout à l'heure, et même, je dirais même à sa mort, Aït Hamouda Siameroche, il a continué le combat. Oui. D'abord, il a suscité des énergies nouvelles au sein des rangs. Ensuite, un pasteur fait prisonnier, le pasteur Griffith fait prisonnier en 58. Et il l'avait relâché 6 mois après. Il a continué la mission qui lui avait été confiée par Siameroche aux États-Unis, qu'il a sillonné
pour porter la voix du FLN-ILN là-bas et amener les autorités américaines quand même à aider un petit peu le mouvement. Très bien. Et pour finir, peut-être que vous... Un dernier mot, parce qu'on a un artiste qui attend depuis plus de 40 minutes. Rapidement, moi, c'est juste pour finir, pour clore ce chapitre. Monsieur Hachi ou Madame qui souhaiterait rapidement prendre la parole. Rapidement, s'il vous plaît, parce que l'artiste attend. Allez-y. Parce que nous avons eu la chance, avec Monsieur Aït Ahmed, d'avoir tous ces éléments de résistance. La résistance, cette terre a été connue pour sa résistance, mais en sachant intégrer à chaque fois ce qu'elle a pris pour rebondir de plus belle. Et c'est ce que la génération aussi dont je suis issue a fait. Je suis très à l'aise pour en parler dans ce processus parce que quand on stigmatise la Kabylie, on oublie aussi le combat pour la langue et la culture amazigh qui a fait que cette langue qui était portée comme vouée à la mort a été et maintenant langue nationale, probablement langue officielle dans quelques temps puisque c'est une demande sociale qui est expressément faite. Et je veux rendre parce que c'est Mouloud Mamri qui nous a montré cette voie forte qu'il est. Il ne faut jamais oublier ses racines de ce combat. Parce que c'est Mamri aussi qui a, dans le contexte de la guerre de libération nationale, écrit et apporté en tant que Bouakez, puisque c'est lui qui a écrit le texte. On a publié les textes. Oui, on a publié. On ne peut pas rentrer dans le détail dans une émission comme c'est clair. Moi, je suis admiratif devant Monsieur Aït Ahmed qui a ramassé plus d'un siècle d'histoire en 5 ou 10 minutes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les points marquants du 19e siècle, par exemple, qui a été 1871, était une véritable révolution qui était réfléchie et pensée et qui était d'envergure nationale, puisqu'elle partait de Soukaras jusqu'à la vallée du Chélif. Le point de départ, le point focal évidemment, étant la région, étant la Kabylie, c'est-à-dire du côté de Borj Bararij, la vallée, et puis vers les montagnes du Djurdjura. C'était une véritable révolution qui a failli aboutir, Monsieur Aït Ahmed, vous n'allez pas me contredire sur ça, qui a failli aboutir et qui a d'ailleurs été décrite. Il y a un très très beau poème que Mamri, toujours lui, a recueilli et qui a été publié dans Poèmes kabyles anciens, qui s'appelle Taqsit Nouadou Sbaïn. C'est l'histoire de 1871. Cette pièce de plus de 300 vers, par ailleurs, de plus de 300 vers, relate l'histoire de 1871, ici, dans la vallée du Sébaou, et relate comment 2000 braves, 2000 hommes sont tombés en une nuit au pied de ce qu'on appelait à l'époque Fort Napoléon, de ce qui est devenu de la Rouen-Essirassine. Donc, depuis 1830, cette région s'est opposée, cette région s'est portée à Alger, comme l'a dit M. Aït Ahmed. Comme l'a dit M. Aït Ahmed, cette région a été fécondante et fondatrice. Le congrès de la Soumam, qui est un moment important dans l'histoire du pays, très important, qui est probablement l'un des moments les plus importants de l'histoire du pays, a été monté par deux grands hommes que tous les militants nationalistes, tous les patriotes reconnaissent, que sont Abban Hamdan et Ben Mihdi. Et ça, il fallait le dire. Je dois rajouter un petit mot, mais vraiment ce sera le dernier dans le sillage de ce qu'a dit Malika. L'apport de cette région dans le mouvement démocratique national est d'une importance qu'il faut souligner. Aujourd'hui, on est fiers de compter cette langue et de savoir que nos enfants apprennent la langue amazigh à l'école. Nous sommes contents aujourd'hui, en 2013, de savoir que dans nos écoles, nos lycées, nos universités, elle fait partie également d'une une langue à part entière, bien sûr, de l'Algérie profonde. Et on espère aussi le tamahaq, pourquoi pas, n'est-ce pas, du Sud également. Il faut être fier de nos dialectes. Voilà, il faut en être fier. Exactement. Alors moi, je voudrais juste, si vous le permettez, vous
vous faire un petit peu respirer en chanson. Allez, en chanson, en musique. Alors, l'artiste va sortir très prochainement, très bientôt. Il nous l'a confié tout à l'heure, son 4e album. Lui qui chante énormément l'amour, l'espoir et la liberté. Ce soir, il revient avec un titre Meyez. Meyez, c'est comme ça normalement que ça se prononce. C'est Réflexion et ce n'est autre que le talentueux Jafar Ait Menglet. زراني وزرو يزرن يزر بزاف ذا زيان العصار بيديو فران ذا في الساس وقيت وامان ياك دي سين الثبان ثانية للصاد في بويدي داس دا شرا كيدي صحنا ونديز كان ذا لماس صوب ذا ثولي ونتنادى وإذا قروس ويفاذي دور ثيوفي من يرتاح نور ذا سحوس تتروض في القلة للي معذر ضايا مذان متخص يوجد زيادات للي من الصبح ذاكي رفوس يقهر ولا شاف وسذي يطفن سما لما تسيدير نقار سكودور مذلان تولن زيغ القانون ذا حقار يكف كان ويدي يمنن الصحد باب اللون يتشتراح ثابور يلي ويض يزقل كايل الانفس وعثور في دتوالي لما رمات شي ذي مولان ذوكالي زدغان ثمزيان طفا بريد سورفت اغرس فات بران خطير يحكم وحكيم ورنحكيم ذكي مانيس يشوفا ذكي رخصي من حقسي وذي الرئيس لما رمات شي ذا كريمة ثمور ذي الزان ورش أمر ولا سيار ولا نيم غرس ذا ثبران ولاش
Et voilà, donc c'était là avec vous le talentueux Jafar Ait Minglet. On a hâte d'écouter son 4e album qui bien sûr Marhaba Bih sur notre plateau, bien sûr sur ces chaînes Canal Algérie ou A3 ou la Nationale. En tout cas, les artistes, la télé, les portes de la télévision algérienne vous sont grandes ouvertes à tous les talents algériens. Voilà, le temps passe très très vite. Vous vouliez dire peut-être, monsieur... Pour rebondir sur ce que disait Malika, Madame Hamzaï tout à l'heure, oui. En termes d'enseignement de Tamazirt... Concernant la langue? Oui, concernant Tamazirt. Entre autres. Nous sommes à peu près à 230, 240 000 élèves, un peu plus de 1200 enseignants, dont principalement 70% émanent de l'université de Tizi Ouzou, celle de Bjaya, et l'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, il y a eu une promotion de 35 à 40 licenciés de Tamazirt. Oui. Donc, il y a quand même une densité dans cette Vous savez, moi je pense à qui excusez-moi si je vous ai coupé. Moi je vous en prie. Comment dire la selle min fomk. C'est ça. Voilà, il m'a rajouté le beurre. Voilà. Moi je rends un vibrant hommage à nos mamans parce que c'est grâce à elles, d'accord, et aussi à la communauté. Vous savez que tous nos compatriotes qui sont partis à l'étranger, que ça soit avant ou pendant ou après, n'est-ce pas, la libération, ils ont gardé, ils ont préservé la langue. Et donc c'est à eux que je m'adresse ce soir, puisque l'émission leur est dédiée en grande majorité. Alors tous les Algériens, bien sûr, qui soient de la Kabylie ou d'ailleurs, c'est grâce à vous aussi que cette langue aussi, elle perdure. Voilà. Parce qu'ils l'ont préservée, ils n'ont pas oublié leurs racines. Ils ont appris l'anglais en parallèle. Chez eux, à la maison, ils parlent le kabyle. Ça, c'est extraordinaire. Rajouter, Bark, et dire que les différentes variantes sont enseignées dans nos écoles. Le targhi, le chaoui, c'est magnifique. Le kabyle. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une richesse. Ça remontre encore une fois la diversité, la richesse de toute l'Algérie. Tout à fait. Et j'espère que chaque année, on a ouvert l'année dernière, il y a 2 ans de cela, on a ouvert des écoles à Borj-Bouararij, notamment dans la région montagneuse. Hein. L'année prochaine, très certainement, on va ouvrir quelques classes au niveau du chef-lieu de BBA. Très bien. Lorsque je vois cette diversité, madame, dans la langue, la première image qui me vient là tout de suite, c'est les États-Unis. Eux, ils ont non seulement la langue différente, mais en plus des religions différentes et autres, hein, voilà. Et ils ont fait de leur pays, j'allais dire, de leur pays une grande nation. Alors pourquoi pas l'Algérie avec ses différentes langues et ses différentes cultures, ses différentes richesses, n'est-ce pas, madame? Absolument, tout à fait. Vous avez prononcé le terme richesse. Voilà, c'est une justement, c'est ce qui a été porté par cette wilaya, qui est donc le cœur de cette région kabyle, parce que quand la demande sociale de reconnaissance de la langue a été formulée, a été l'œuvre d'un homme, Mouloud Mamri, qui a ouvert de grands chantiers, des politiques publiques, pratiquement des politiques publiques, parce qu'il se nourrissait de ses valeurs publiques et que la société civile a repris. Nous avons sur la table ici un produit d'une fédération nationale d'associations culturelles amazigh que j'ai eu l'honneur de présider pendant plus d'une décennie, pendant les années de plomb. Et nous avons donc forgé cette médaille parce que nous n'avions rien d'autre à donner. Elles sont en argent. Bah oui, elle ne pouvait pas être en or, j'imagine. Non seulement, puisque ce métal est précieux. Non seulement, mais c'était aussi pour forger Ahdad Bouawel et Ahdad el-Fatta, qui vient justement des Athiani, avec une sculpture donc de l'effigie de Mouloud Mamri qui a été faite par un artiste des Beaux-Arts à l'époque, et tout ceci se faisait dans le bénévolat. Et je me rappelle d'ailleurs, je vais rendre hommage à mon collègue monsieur Dahmani, l'une de nos premières cérémonies que nous avions organisées, c'était monsieur Dahmani qui avait donné un petit chèque, je dirais pas le montant, peut-être qu'il voudrait dire quelque chose, monsieur Dahmani, qui
était très modeste. Qui a permis justement de produire, parce qu'au-delà de nos vieilles carcasses, comme dirait l'autre, c'était toute cette jeunesse qui produit des livres, qui produisait des écrits dans une langue qui n'était pas reconnue et qu'il fallait accompagner. Il fallait donc les former, faire des ateliers de formation, produire un diplôme dans le bénévolat en plein été pour former ces jeunes. Ces grandes personnes